Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Luc Saint-Pierre. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Un peu sur le stand-by. Alors, ça ne sais pas trop vraiment, là, mais regarde, on devrait bien s'en sortir. On va plonger, si pour voir, ça va bien aller. C'est bon. Merci d'être là aujourd'hui, nous parler comité des usagers. Tu es coordonnateur là-bas depuis longtemps? Non, ça fait 2 ans. OK. Un projet de retraite, parce que j'étais à la retraite. Donc, c'était un à côté. Puis par intérêt également, là, ça garde tout le cognitif un petit peu plus actif du restant. Du restant-là. Exact. Donc, depuis 2 ans. J'aimerais ça qu'on commence par expliquer c'est quoi le comité des usagers, en fait. Là, Écoute, on remonte là, dans l'histoire, et tout ça part des années 80, où c'est qu'à l'époque, on appelait ça des comités de bénéficiaires. Avec la réforme Barrette est arrivée l'appellation des comités des usagers, où c'est que chaque établissement de santé, comme ici on va parler du 6CA, mais on va parler aussi de nos installations qu'on a ici dans le secteur de Thetford, où c'est qu'on demandait d'avoir des représentants de la population. Ça peut être aussi l'usager lui-même, de celui qui reçoit le service, de participer à un comité de travail pour être davantage, le rôle premier, c'est davantage d'être le gardien des droits des usagers. Parce qu'on sait qu'on a 12 droits à l'intérieur du réseau de la santé. Donc, on est davantage là pour préserver ces droits-là, les faire valoir. Quand on dit être le gardien des droits, c'est vraiment le but premier des comités d'usagers. Et les comités d'usagers sont formés de monsieur, madame, tout le monde qui ont un intérêt pour le volet santé et également services sociaux. Et moi, je dis tout le temps aux gens, bien, regardez, on prépare nos services à nous autres aussi qu'on prépare. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire partie d'un comité d'usagers. C'est tout le monde qui veut bien avoir un intérêt à la santé, ou ça peut être à l'hébergement, parce qu'on rencontre également au niveau des CHSLD, tout ça. Donc, les comités d'usagers, c'est formé de représentants de la population et des usagers utilisateurs du réseau de la santé. C'est quoi qui caractérise finalement un usager? Là? Est-ce que moi, je peux suis considéré déjà comme un usager des soins de santé? J'aurais le goût de le dire bien vulgairement, dès que tu te pointes le nez à la naissance jusqu'à ton décès, tu es un usager du réseau de la santé et des services sociaux. Mais dans les beaux termes, on va utiliser souvent, dès que tu as une carte d'assurance maladie, okay, tu es apte à recevoir aux frais de l'État ou peu importe des soins en santé ou en services sociaux. Donc, un usager, tu as des usagers qui ont quelques mois, tu as des usagers qui aujourd'hui sont centenaires aisément, sont peut-être des fois un petit peu moins participatifs au processus décisionnel de la santé et des services, mais un usager, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui reçoit ou qui peut recevoir des services. Donc, si je comprends, le but de créer un comité des usagers, dans le fond, c'est d'avoir un peu une espèce de pouls des gens, d'essayer d'améliorer finalement la prestation de services, la prestation de soins, la prestation d'hébergement sur l'ensemble de toutes les places où finalement on peut aller utiliser notre carte soleil. Bien, exactement. C'est vraiment... Les gens ont tendance à voir un comité des usagers ou un comité de résidents sont là pour critiquer le système, ils veulent juste avoir des plaintes. C'est pas du tout ça, là. Le but premier, c'est de vraiment s'assurer d'offrir des services de qualité et de rectifier des tirs s'il faut, là. Mais les comités d'usagers, les comités de résidents sont là pour ça. Ils ont 5 fonctions principales qui sont, entre autres, de renseigner les gens, de faire la promotion des droits pour que les gens les connaissent. Je suis à peu près sûr que la majorité des gens ne connaissent pas le droit. Là, ce qui peut aider, c'est qu'à l'hôpital, on vient de faire une affiche, j'oserais dire qu'elle a 8 pieds de large par au moins 4 pieds de haut, qui est située au-dessus de l'urgence, où c'est que les 12 droits sont tous énumérés.
Puis même en étant en bas, si on la regarde, on voit très bien c'est quoi les droits. On est là pour la défense des droits, aider les gens aussi dans le cheminement qu'ils ont à faire s'ils se sentent lésés à quelque part. On est là pour les accompagner, les assister. Et le comité des usagers, lui, a également une fonction aussi, pas par voie hiérarchique, mais on dirait, j'aurais tendance à l'imaginer, bon, on a nos comités de résidents qui sont sur le terrain de tout ce qui est CHSLD. Et au comité des usagers, il y a des gens des comités, de chaque comité de résidents qui siègent également. Donc, le comité des usagers doit s'assurer que chaque comité des résidents est fonctionnel à l'intérieur de chacun des établissements aussi. Donc, c'est principalement les fonctions qu'ont les comités d'usagers à grandeur du Québec, hein, parce qu'on n'a pas juste ça ici, on a ça à la grandeur de la province, et chaque CIS ou CIUS a sa répartition également. Juste ici, je pense qu'on a, je vais m'aventurer sur un chiffre, mais j'aurais tendance à dire qu'on a au moins 5 ou 6 comités d'usagers certains pour chacun des territoires. On parle de Chaudière-Appalaches. On parle de Chaudière-Appalaches. Et après ça, on a des comités des usagers, bon, au niveau de la déficience physique, de la DI, TSA, des DP. C'est grand, là. Et pour toute Chaudière-Appalaches, c'est un nombre immense de comités. Ici, pour le secteur de Thetford, on a 5 comités de résidents, un pour chacun des CHSLD et un comité des usagers qui a son bureau ici, là, à l'édifice d'Aulnoy-Grenier. Beaucoup d'informations que tu viens de donner là, Luc. C'est correct. Je veux juste qu'on prenne ça. Là. Tu disais, bon, il y en a à l'ensemble du territoire du Québec et de la Chaudière-Appalaches, évidemment. C'est recoupé comment, ça, dans le fond? C'est-tu un peu les anciens territoires des C3S avant les fusions intégrées? On va-tu chercher ça, le territoire que vous couvrez, vous autres? On est pas mal là-dedans. C'est pour ça qu'à cette heure, la nouvelle appellation est arrivée lors de la fusion qui s'est produite, je dirais de mémoire, aux alentours de 2015, quand que toutes les régions se sont fusionnées. À l'époque, davantage, quand la réforme Barrette a vraiment été mise en place, où c'est que tout s'est fusionné. Donc, ce qu'on appelait avant, il y avait les CU, tout ça, c'est devenu les CUCI, les comités des usagers des centres intégrés. Et à partir de là, c'est devenu un pôle central. On a un pôle central, nous autres, qui est à Sainte-Marie. Le bureau du CUCI, qu'on appelle, est à Sainte-Marie, où c'est que chaque territoire, bien, je vais parler secteur, je devrais dire plutôt secteur, parce que nous autres, on est le secteur Appalaches. On a des représentants qui y siègent, des représentants du secteur Montmagny-Lillet, secteur Lévis, Beauce-et-Chemin, Beauce-Sartigan, et il m'en manque un. Bellechasse. Bellechasse, mais moi, il me semble qu'il y a 6 territoires. Mais nous autres, le comité des usagers ici est vraiment là pour l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches. Okay. Donc, là, je m'en vais dans le bout de Saint-Praxène. Oui. De l'autre bord, je monte, là... du Zrélie-Paroisse, Saint-Jacques-le-Majeur, là. Exactement. Après ça, je monte dans Saint-Jean-de-Brébeuf, tous ces coins-là. Je m'en vais dans le coin d'Attistock. C'est vraiment tout là, le territoire que la MRC des Appalaches couvre. On couvre un territoire d'environ 43 000 habitants. C'est ceux-là qu'on représente, nous autres. Au niveau du 6, Chaudière-Appalaches, ça, c'est notre secteur à nous autres. Puis après ça, ben là, comme on disait, ben là, notre comité des usagers ici est redivisé, si on veut, avec des représentants des comités des résidents qui sont qui sont les CHSLD, donc les centres d'hébergement de soins de longue durée. C'est pas mal ça. C'est correct, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acronymes dans le domaine de la santé. C'est vrai, hein, parce que quand on parle du CU, bon, c'est le comité des usagers qui regroupe tous nos CR. Nos CR, mais là, c'est nos comités de résidents qui sont là pour représenter ce qu'on appelait anciennement les foyers, pour que tout le monde comprenne bien, qui aujourd'hui, on dit nos CHSLD. Donc, on a un comité de résidents par CHSLD, ce qui fait qu'ils sont dans nos 5 CHSLD. Donc, on a un membre de chacun de ces CR-là qui siègent au CU, plus les gens qui représentent monsieur et madame tout le monde de la population générale. Parfait. Tantôt, on a parlé de droit. Tu as mentionné aussi la fiche là, qui est maintenant installée à l'urgence de l'hôpital de Thetford. C'est quoi ces droits-là d'usager-là? Ça, il y en a 12. Puis les droits autres sont décrits, ils viennent directement du ministère. C'est pas... moi, en région des Appalaches, là, j'en ai pas 12. Puis, c'est pas propre à chaque comité des usagers? Non, c'est 12 droits qui sont universels pour tous les usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et ça, je fais juste un résumé très bref. Puis je vous dirais que ça, là, ça l'est le pamphlet des droits. C'est les 12 droits qui sont dedans.
Et eux autres sont partout dans nos établissements. Je vais dire établissement, mais on ne devrait pas parler de ça ici. On devrait parler des installations du territoire Appalaches. Donc, notre installation, c'est l'hôpital. C'est les 5 CHSLD, c'est le CLSC qu'on a ici, c'est le point de service à East Broughton, à Disraeli, à Tustock également. Mais ça, à ce moment-là, on parle d'installation. Parfait. OK? Fait que ça, on les retrouve dans toutes nos installations. Ils sont tous très bien numérés là-dedans. Le premier, c'est le droit à l'information. Je vais essayer d'être poli puis de continuer de vous regarder en même temps, même si j'utilise un peu plus mon papier. Allez-y. On va parler du droit à l'information. Oui. Puis quand on parle du droit à l'information, ben, c'est le droit d'être informé sur tout ce qui est au niveau de la santé et des services sociaux et tout ce qui a égard à ma santé physique et mentale également. Donc, ça, on appelle ça le droit à l'information. Le droit au service, c'est le droit de recevoir les soins et services que requiert mon État. Et si on n'est pas capable, ça peut arriver, je ne sais pas, moi j'aurais besoin, on va dire n'importe quoi, là, j'aurais besoin d'un traitement à dialyse. Je ne l'ai pas ici. Bon, ben mon établissement est en mesure de pouvoir me référer dans un autre milieu qui vont être en mesure de m'offrir le service à ce moment-là. Okay. C'est pas parce que je n'ai pas le service ici que je n'y ai pas. On le voit beaucoup en oncologie. Les gens vont aller vers Lévis, vont aller vers le secteur de Sherbrooke ou de Québec. On en a des services, mais on les a pas dans leur entièreté. On a le droit de recourir au professionnel ou à l'établissement de son choix. Vous savez, quand les gens disent, ben là, il n'y a pas de choix, moi, je suis à Thetford, je suis obligé d'aller à l'hôpital à Thetford. Il y a de la nuance là-dedans. OK. On privilégie d'utiliser les services qu'on a, mais comme je vous disais tantôt, regarde, si mon service n'est pas ici, puis que moi, je veux avoir des soins en oncologie, puis que je dis, ben moi, ma famille est à Sherbrooke, je veux qu'on me réfère là au lieu de me référer à Lévis, ben c'est un droit que j'ai, ça. Donc, mais il faut les demander. Tu sais, c'est au bout du temps, les 12 droits, ils nous appartiennent. Il faut les connaître, puis il faut les faire valoir. Mais c'est la même chose. Quand j'ai un droit, j'ai aussi un devoir qui vient avec un droit. C'est comme partout dans la société. On n'embarquera pas d'un devoir parce que là, on tombe dans un code d'éthique et tout ça. C'est un petit peu plus compliqué. On a le droit de recevoir les soins que requiert son État. Comme je disais tout à l'heure, si ça ne fait pas, on me réfère ailleurs. Le droit de consentir à des soins ou de les refuser. Puis ça, c'est un droit. Puis on a beaucoup avancé. Bon, on a eu avec l'histoire du droit à mourir des choses qu'on pouvait choisir. Et on a également aussi ce qu'on appelle à ce temps les DMA, les directives médicales anticipées, que un paquet de gens ne connaissent pas, mais qui ont force de loi au même titre que si j'ai fait un... C'est pas un testament de vie, mais quand j'ai donné mes pouvoirs de prendre des décisions à quelqu'un, parce que là, le nom m'échappe, là. Mais procuration de... Oui, mais ça porte un nom légal, ouais. là. C'est pas le testament de vie, celui-là, mais là, c'est pas grave si on n'a pas le nom. Mais si on remplit les DMA, c'est un formulaire qu'on fait venir de la RAMQ et qu'on retourne après l'avoir fait authentifier par 2 personnes ou un notaire et qui est enregistré avec ma carte de la RAMQ. Donc, que je sois n'importe où. Demain matin, moi, je réside à Thetford, mais j'ai un accident à Alma. En ouvrant ma carte de RAMQ, ben, ils ont accès à c'est quoi mes volontés aussi là-dedans. J'en veux pas de gavage, donc ils n'auront pas à m'en donner, puis ils n'auront pas besoin d'attendre une réponse de quelqu'un. C'est le droit de participer aux décisions. C'est sûr que tant qu'on est apte, on peut participer aux décisions également. Le droit d'être accompagné, assisté, représenté. On le voit beaucoup, là. On va parler aussi beaucoup une personne, des fois, bon, on a encore des gens qui rencontrent de l'analphabet ou qui ne comprennent pas vraiment bien. On a une clientèle déficiente, des fois une clientèle âgée, ou même monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas à l'aise, bien, il a le droit d'être accompagné pour aller recevoir un soin ou un service et de demander à la personne qui l'accompagne de poser des questions aussi. Le droit à l'hébergement. Moi, je veux être hébergé à Saint-Alexandre. Cette valeur, il n'y a pas de place. Mais on peut me référer ailleurs, puis quand il y aura une place, bien, je peux avoir le choix de retourner à Saint-Alexandre si je veux. Moi, je sais qu'habituellement, si je demande une place comme Saint-Alexandre puis qu'elle n'est pas disponible, si je m'habitue à Denis Marcotte, il y a des grosses chances que je m'habitue puis que je demeure à Denis Marcotte pour ne pas se déraciner continuellement. C'est le droit de recevoir des services en anglais. Et ça, vous allez le voir, les gens ont souvent un petit pictogramme, ce qu'on appelle l'apostrophe. Donc, ça veut dire à ce moment-là, je peux demander d'avoir un interprète. Donc, je sais qu'ici, on a une communauté anglaise qui est quand même aussi assez forte. Et ça, c'est bien pour eux également. Le droit d'accès à son dossier. J'ai juste à respecter la procédure d'avoir accès à mon dossier, puis on va me le rendre disponible, mon dossier, là, généralement, dans l'ensemble aussi. Le droit à la confidentialité du dossier d'usager, ça veut dire que moi, mon dossier à l'hôpital, ben,
je regrette, tu peux être bien fin puis bien intentionné, mais tu ne pourras pas aller le consulter. À moins que je t'ai signé une autorisation en bonne et due forme. C'est mon dossier à moi. Et le droit de porter plainte. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le droit de porter plainte, c'est le droit qui fait, je pense, le plus peur aux gens. Parce que les gens ont toujours peur, puis je suis sûr que vous l'entendez encore régulièrement, les gens vont dire « Ah, ben là, si je porte plainte, là, mais que j'y retourne la prochaine fois, il va peut-être bien passer à côté. » Ou bien « Mon père qui est au foyer, c'est peut-être bien lui qui va payer pour. » Dites-vous tant que si vous portez une plainte, on aime dire des fois une plainte ou une insatisfaction, parce que dans le fond, si je porte une plainte, c'est toujours dans un but d'amélioration. J'ai rarement vu, moi, depuis que je travaille, les gens porter une plainte dans le but d'aller blaster, entre guillemets, quelqu'un. C'est vraiment dans le but de dire, ben là, on a vécu ça et on pense que ça ne respecte pas mon droit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Et généralement, c'est très bien reçu. Puis souvent, on va le traiter en insatisfaction, puis ça va encore même des fois un petit peu plus vite. Là. Mais ce que je voudrais... Si aujourd'hui, des gens auraient quelque chose à retenir, c'est que le droit de porter plainte, il appartient à tout le monde. Puis enlevez-vous. On a tout le temps l'impression que si on se plaint, c'est parce qu'on chiale. Mais dites-vous toujours que si je fais une plainte ou que je signifie une insatisfaction, c'est parce que je veux améliorer quelque chose. Peut-être que ça ne me reviendra pas à moi, mais au moins j'aurai contribué à l'amélioration d'un service à un moment donné. Là. Merci beaucoup pour ces 12 droits. C'était colossal, mais en même temps, je pense que c'était primordial pour comprendre un peu d'où, c'est quoi l'essor finalement, puis de où provient le comité des usagers. Effectivement, parce que le but, comme on disait tout à l'heure, c'est d'être le gardien des... C'est le premier aspect à considérer. Donc, il faut les connaître, nos droits. Exact. On voulait faire une vitrine aussi sur le rapport annuel 2019-2020 avec la COVID-19 que tout le monde évidemment connaît. Donc, ça a chamboulé vos assemblées générales annuelles. Donc, vous devez faire une présentation, c'est-à-dire de démontrer un peu ce qui s'était passé l'année dernière. En recul, un petit peu avancé, mais l'année dernière quand même. On pourrait peut-être commencer avec un résumé des 2019-2020. Bien, 2019-2020, c'était l'année qu'on avait accès davantage à ce moment-là. Là, et là, on recule vraiment. C'était sur une analyse du soutien à domicile. C'était le gros projet qui avait été mis en place pour l'année 2019-2020 parce que les 2 années auparavant, ça avait été axé beaucoup sur la qualité des soins et des services offerts en hébergement, qui s'est toujours poursuivi. Il y a des audits qui sont faits à l'intérieur de chacun des établissements et on a des membres de chacun des CR qui siègent, ce qu'on appelle les comités d'amélioration continue, donc qui siègent à ces comités-là pour s'assurer qu'on est toujours dans un processus d'amélioration continue. Et cette année, écoute, l'étude, elle a été réalisée. Elle a été déposée pratiquement par section. Il y avait toujours, on tombait dans une période de crise, donc on ne pouvait pas se réunir. Le problème étant aussi que, notre comité, c'est pas tout le monde qui est habile avec le volet informatique. Donc, on est encore dans l'appropriation de cette étude-là. Le seul hic qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que notre étude, elle va dater d'un petit peu plus d'1 an, donc elle va peut-être être un petit peu plus difficile à actualiser, mais je sais qu'il y a également des projets pour peut-être qu'on en fasse une au plan régional, pour aller rechercher également tout ce que le secteur de Thetford est allé chercher au niveau de cette étude-là. C'est sûr qu'on a refait beaucoup d'éléments de visibilité. Vous allez voir, qu'on ait accès aux écrans de télévision dans les hôpitaux, dans l'hôpital, pas dans les hôpitaux, mais dans notre installation ici, dans nos CHSLD, au CLSC. On a refait avec la firme ici, Les Prétentieux à Thetford, tout le vidéo en mise à jour de tout ce qui est un comité avec toutes les installations. Ils ont pris la peine de tout bien illustrer. On refait le PowerPoint. On est allé beaucoup sur de la visibilité, comme on va aller beaucoup aussi pour l'année à venir sur de la visibilité. Je disais tout à l'heure, on a installé la bannière. On a un pan qui s'en vient en avant de l'hôpital qui va nous identifier avec notre logo qu'on voit un petit peu partout, notre fameuse main. Qu'on voit un petit peu partout, qui va identifier que c'est le comité des usagers on dit de Thetford, mais pour la région des Appalaches. Donc, on va être beaucoup sur ça. Cette année, c'est sûr qu'en plus de la COVID, on a eu 2 grosses pertes au sein du comité. On a M. Richard Tanguay, qui était président
écoute, j'ose pas dire depuis le nombre d'années parce qu'il était là avant que moi j'arrive. Et il a quitté en cours d'année. Il a quitté toutes ses fonctions. Puis M. Tanguay était quand même très, très, très impliqué. Siégeait à différents comités. Il siégeait également au CUCI, qui regroupe tous les comités d'usagers du Grand Chaudière-Appalaches. Et en même temps, on a perdu le président du comité des résidents de Saint-Alexandre, M. Serge Gauthier. Donc, eux autres ont parti. Et la COVID est rentrée tout de suite après. Donc, il est venu tout chambouler l'horaire complet du comité là, et de ses réalisations. Mais on a toujours continué quand même. Par le télétravail. Il y a un suivi qui est fait, je dirais, hebdomadaire avec chacun des présidents. Les présidents peuvent communiquer, tous les membres des comités peuvent communiquer régulièrement avec moi. Moi, j'assure une permanence au bureau quand même, toujours les mercredis, les lundis, mardis, parfois jeudi, parfois vendredi, de la maison. On essaye de contenir ça un petit peu pour pas que ça devienne une charge à temps complet. Mais peu importe, en tout temps, les gens peuvent toujours nous rejoindre là, aisément. On a eu ça, on avait été précurseurs. Je ne sais pas si on avait vu venir la tempête avant qu'elle arrive, mais on avait été une des régions qui avait initié auprès du CUCI, de l'instance qui représente l'ensemble des CU, l'installation de l'Internet dans nos établissements. On sait qu'avec la COVID, ça a été précipité. Ils ont dû rentrer le Wi-Fi un petit peu partout pour permettre l'accès aux tablettes. Mais on avait été les initiateurs du projet à l'époque en demandant l'appui au CUCI pour que ça se répande à la grandeur de nos établissements, du territoire Chaudière-Appalaches. Et on avait également été précurseurs au niveau de l'employabilité. On avait des aides de service avant qui étaient venus compléter le travail des proposés en complément. Je ne devrais pas dire compléter, les préposés aux bénéficiaires ne m'aimeraient peut-être pas, mais en complément aux travaux des préposés aux bénéficiaires, on avait demandé que si jamais il y avait un réajustement, qu'on tienne compte de cet apport-là qui avait été apporté pour qu'on puisse bonifier. Donc, on s'amuse à dire des fois qu'on avait une vision peut-être de qu'est-ce qui s'en venait, mais au moins, c'est des éléments qu'on avait, on s'est assuré, on avait fait ça en janvier et février. On ne savait pas à l'époque qu'il y aurait une COVID, mais au moins, on avait aimé, puis je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, toutes les CHSLD, c'est sûr, COVID aidant, ont accès au Wi-Fi. On n'a pas toutes des installations Internet complètes, mais au moins, tout le monde a accès au Wi-Fi. Il y a eu augmentation, COVID aidant également, il y a eu augmentation du ratio des employés, du ratio infirmière, du ratio préposé. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas les devants au niveau de l'échelle provinciale, mais on y avait déjà pensé au niveau régional. Donc, on avait une amorce de fait à ce niveau-là. Si tu voudrais, Luc, j'enchaînerais avec la composition du comité. Donc, le temps file. Il nous reste quelques petites minutes. Donc, j'irai avec la composition du comité. Là, pour le comité actuellement est composé de 9 membres actifs. On a Mme Pierrette Gosselin, qui agit à titre de présidente intérimaire, qui, elle, est présidente du CR Marc-André Jacques. On a Mme Joanne Tarian, qui agit comme trésorière au CU et qui est présidente intérimaire du CR Saint-Alexandre. On a M. Peter Whitcomb, représentant de la population. M. Whitcomb est connu aussi beaucoup de par son implication au sein de la communauté anglaise. On a Mme Carole Dionne, qui est un membre désigné du CR René Lavoie. On a, Mme Christine Cyr, qui est membre désigné du CR du Lac-Noir. On a M. Bernard Brun, un résident de Kinnears Mill, qui s'est impliqué comme représentant de la population. On a Mme Lise Bernard, également, qui représente la population. On a Mme Carmel Martineau. Pour les gens, peut-être Myositis, ça peut lui dire quelque chose. C'est l'ancienne propriétaire de Myositis, qui, elle, s'est intégrée au groupe cette année comme représentante de la population. Et Mme Ginette Picard, qui est le membre désigné du CR Denis Marcotte. Donc, on disait tantôt, les 5 CR sont représentés et une partie de la population, puis il reste encore 4 places. Idéalement populationnelles, qui seraient très agréables là, à pouvoir combler. Là. Donc, on invite les gens, si ils sont intéressés à communiquer avec vous. Excellent. Si je continue un petit peu dans le rapport annuel, j'aimerais ça qu'on parle peut-être de fonds financiers. Comment ça gère, ça, le comité des usagers? Est-ce que vous avez des fonds là, qui proviennent de... Bien oui, on a des fonds. C'est bien. Et ils proviennent du CIS. Le CIS a une enveloppe budgétaire pour chacun de ces comités des usagers qui représente
un pourcentage. Je ne peux plus vous dire, j'aurais le goût de vous dire entre 1 à 4 du budget est alloué au comité des usagers. Mais pour ici, nous autres, Thetford, ça représente environ un montant de 42 000 qui est alloué pour le secteur Thetford. Sur ça, bien, on a des dépenses de fonctionnement général là, sur 40 000. Vous faites très, très résumé. Là. Fonctionnement général, environ 19 000 fonctionnement des comités de résidents pour chacun des CHSLD, on parle d'environ 8 000 et le reste va davantage à la promotion des droits et à la défense des droits. Et là, on parle d'environ 15 000 Donc, on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. À l'occasion, on a des budgets spéciaux, comme quand on fait des études, comme quand on a fait l'étude d'évaluation de qualité de soins et services en CHSLD. Assez souvent, le CUCI, lui, va nous aider aussi, va apporter une part en argent. Également, quand on a fait le projet d'étude sur le soutien à domicile, le CUCI contribue également parce qu'on sait que on parle d'études qui atteignent facilement, c'est fait par des firmes indépendantes. Et pour ne pas ameuter personne, on parle d'études qui coûtent environ au moins 25 000 à chaque fois qu'elles sont réalisées. Donc, on doit assurer des bons suivis à ça et on veut des études qui sont indépendantes entièrement là, pour avoir un œil juste là, des besoins et du ressenti de notre population. Là. En terminant, Luc, un beau projet à Black Lake, la Maison des aînés? Oui. Un projet qui devrait se réaliser d'ici l'automne 2022. Un projet très innovateur, comme toutes les maisons des aînés qui vont se créer. Ça va être un 72 places, 36 en personnes âgées, 36 en DI et déficience physique, mais répartis en 6 îlots de 12 unités chacune. Parfait. Il va venir plus de détails plus tôt, là, mais ça adresse une idée comme quoi qu'il s'en vient un projet très, très intéressant et stimulant pour la région. Si jamais j'ai besoin d'informations supplémentaires, j'ai des questions, numéro de téléphone ou vos bureaux vous sont situés où? On va le répéter. OK. Les bureaux sont situés à l'édifice d'Ona-Grenier. C'est le local P124. Le téléphone, c'est le 338, toujours dans le 418, hein, 338-7427. Et l'adresse courriel, c'est commitusager avec un s.csssrt @sssS.gouv.qc.ca. Mais vous pouvez appeler. Au pire, on va vous la redonner, l'adresse courriel. Ça va être plus facile. Luc, merci beaucoup pour ce temps. Écoute, c'était très intéressant d'en apprendre davantage sur nos droits en tant qu'usagers. Ça fut un plaisir. Merci également d'avoir été des nôtres pour notre émission d'Objectif.